Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, au Pakistan, la plupart des étudiants en médecine sont des étudiantes. Mais après leur mariage, nombre d'entre elles cessent d'exercer à cause des pressions sociales. Résultat, le pays manque de docteurs. Un nouvel outil pourrait leur permettre de poursuivre une carrière, la télémédecine. Au Japon, c'est la maternité qui constitue un frein à l'emploi des femmes. 70% d'entre elles arrêtent de travailler à la naissance de leur enfant. Un vrai problème dans ce pays à la démographie vieillissante. Le gouvernement promet des crèches. Enfin, en Afrique du Sud, polémique autour de bourses d'études attribuées à des jeunes filles si elles prouvent qu'elles sont vierges. Pour ses défenseurs, c'est un moyen de limiter la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Pour ses détracteurs, il s'agit d'une discrimination de plus envers les femmes qui sont souvent victimes de viols. Mais pour commencer, direction le Pakistan où la télémédecine vient au secours des femmes médecins. Elle permet aussi à des patientes vivantes dans des coins reculés d'être soignées. Reportage de Claire Debuisert et Taha Siddiqui. À Islamabad, la capitale, ces étudiantes en 3e année de médecine se rêvent chirurgiens ou cardiologues. Pour l'instant, je m'imagine plutôt en train de pratiquer. Je me concentre sur ma carrière. Mais avec l'âge, peut-être que mes priorités vont changer, peut-être que je vais être amenée à abandonner ma carrière pour fonder une famille. Mais pour l'instant, mon avenir professionnel est ma priorité. Pourtant, statistiquement, sur les 5 filles du groupe, une seule pratiquera son métier dans les années qui viennent. Au Pakistan, près de 3/4 des étudiants en médecine sont des femmes, mais un quart seulement finira par exercer. Les autres y renoncent, la faute aux pressions de l'entourage qui attend d'elles qu'elles se consacrent avant tout à leur famille. Mais certaines ont trouvé la parade, comme ici dans ce petit dispensaire de Karachi. Bonjour, docteur Rabia. C'est Samina. D'un côté de l'écran, auprès de la patiente, Samina est infirmière. De l'autre, à 700 km de là, le docteur Rabia mène la consultation. A-t-elle des douleurs dans tout le corps ou dans des zones spécifiques? Non, juste dans les genoux et la colonne vertébrale. La patiente d'aujourd'hui a des douleurs liées à son contraceptif. Elle a besoin de vitamine D sous forme liquide. En gouttes? Oui, en gouttes. Ok. Dites-lui de mélanger ça dans un verre de lait tous les 3 jours. Tous les 3 jours? Oui, 6 en tout. 6 ampoules. La jeune médecin a dû suivre son mari et sa belle famille dans une autre province. Après 2 ans d'inactivité, la télémédecine est le moyen qu'elle a trouvé pour continuer à pratiquer. Pour les femmes médecins, c'est difficile de concilier le travail et la vie de famille car il y a des gardes de nuit et toutes sortes de contraintes qui poussent les femmes à démissionner. Mais cette méthode me convient bien, je travaille de chez moi, je peux porter le hijab, je ne suis pas obligée de sortir si je ne le veux pas et je peux facilement faire les consultations d'ici. Comme le docteur Rabia, une dizaine de femmes médecins installées partout dans le pays travaillent à distance dans les 5 cliniques qui proposent ce service. La consultation coûte 100 roupies aux patients, soit un peu moins d'1 euro, et jusqu'à 5 € pour certains spécialistes. L'idée a germé dans l'esprit du docteur Ifat et d'une consoeur il y a 3 ans, au moment où toutes les deux attendaient leur premier enfant. Les femmes qui ne travaillent pas, surtout les docteurs, devraient avoir une alternative. Sinon, c'est un énorme gâchis en termes de ressources humaines. Elles devraient être rappelées sur le marché du travail et mises en relation avec ces quartiers où les gens manquent de soins. Elles ont ouvert la première clinique il y a 1 an. Depuis, leurs équipes ont déjà suivi près de 15 000 patients. Ce jour-là, en banlieue de Karachi, le docteur Ifat et ses collègues inaugurent leur 6e clinique et l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Ce quartier s'appelle Liari. C'est un quartier défavorisé et même un peu dangereux. Du coup, les femmes médecins ne veulent pas venir dans ce genre d'endroit. Même si elles travaillent, leur famille ne les autorise pas à venir dans ces quartiers. En général, elles ne veulent pas exercer ici. Grâce aux consultations en ligne, plus de problèmes de sécurité. Le jour de l'ouverture, près de 500 personnes se pressent pour parler à un docteur. Parmi elles, beaucoup de femmes sans ressources pour qui se déplacer est souvent compliqué. C'est vraiment difficile pour moi d'aller à l'hôpital toute seule. C'est plus facile de venir dans une clinique comme celle-ci, surtout avec un enfant. C'est une bonne méthode.
À l'avenir, le docteur Ifat et son équipe veulent toucher encore plus de patients isolés, y compris dans les zones rurales. Elles espèrent ouvrir 2000 cliniques à travers le pays d'ici 2020 et recruter autant de femmes médecins. Au Japon, pour faire face à une démographie vieillissante, le gouvernement veut favoriser l'emploi des femmes et s'est fixé comme objectif 30% de femmes cadres d'ici à 2020. Mais dans la réalité, les progrès sont très lents. En cause, les mentalités, mais surtout le manque de places en crèche. Plusieurs associations se sont montées pour accélérer le processus. Regardez. Voici les premiers bambins accueillis dans cette nouvelle crèche à Tokyo. Ici, les places sont chères. Au Japon, près de 120 000 enfants sont sur liste d'attente, certains depuis 2 ans. Ce n'est pas normal que le fait d'obtenir une place en crèche revienne à gagner à la loterie. Les femmes doivent pouvoir aller travailler l'esprit tranquille. Il devrait y avoir plus de crèches et plus de places. Le gouvernement a promis d'augmenter de 500 000 le nombre de places en crèche avant mars 2018, mais l'engagement sera difficile à tenir car les candidats se font rares. On manque de personnel qualifié. Et en plus, la paye n'est pas bonne, donc c'est très dur de recruter. L'opposition a déposé une proposition de loi pour augmenter les salaires. Une réunion à ce sujet a été organisée fin mars. Seuls 19 parlementaires s'y sont rendus. Parmi eux, aucun membre du Parti libéral-démocrate de Shinzo Abe. Pourtant, au Japon, où un tiers des habitants a plus de 65 ans, le Premier ministre a besoin que les femmes travaillent. Depuis son retour au pouvoir en 2012, le chef du gouvernement promet d'ailleurs qu'il va leur assurer 30% des postes à responsabilité d'ici à 2020, contre 8% aujourd'hui dans le secteur privé. Mais à 4 ans de l'échéance, le compte est loin d'y être. Augmenter de 30% les femmes en position de leadership à horizon 2020, en fait, c'est quelque chose qui se dit depuis 2003 au bureau du gouvernement pour l'égalité des sexes. Mais pour l'instant, rien n'a été fait. Cet objectif semble irréaliste car actuellement, rien qu'au gouvernement, il n'y a que 3,5% de femmes cadres. Car au Japon, le travail reste une affaire d'hommes. 60% des femmes quittent leur emploi après leur premier enfant. Mais le manque de place en crèche et les journées à rallonge ne sont pas les seules raisons. Plus d'une femme enceinte sur 5 est poussée à la démission. Le phénomène porte même un nom, Matahara. Sayaka Osakabe, ex-rédactrice en chef dans un magazine, a créé un réseau de soutien pour les femmes en 2014, après avoir été elle-même harcelée au travail. J'ai fait 2 fausses couches. La première fois, je n'avais même pas osé dire à mon patron que j'étais enceinte. Et la deuxième fois, sur les conseils de mon médecin, j'ai pris 1 semaine de congé parce que je risquais d'en refaire une. Pendant que je me reposais, mon responsable est venu chez moi et a exigé que je démissionne. Après avoir attaqué son entreprise et obtenu gain de cause devant les prud'hommes japonais, Sayaka organise maintenant des réunions tous les mois pour permettre aux victimes d'échanger sur le Matahara. Certaines préfèrent rester anonymes. Mes collègues m'ont dit que je ferais mieux d'élever mes enfants plutôt que de travailler. Mais c'est dingue cette façon de penser arriérée. Au pays du soleil levant, femmes et femmes au foyer sont très souvent des mots synonymes. Dans le dernier classement du Forum économique mondial sur l'égalité homme-femme, le pays est classé 101e sur 145. Attribuer une bourse d'études en échange d'un certificat de virginité, c'est la proposition surprenante d'une municipalité sud-africaine. Le but serait de limiter la propagation des maladies sexuellement transmissibles. Mais dans ce pays où le nombre de viols est parmi les plus élevés au monde, c'est une discrimination de plus envers les femmes. Elles n'avaient pas les moyens d'aller à l'université, mais contre toute attente, elles ont obtenu une bourse grâce à leur virginité. Ça me rend fière. Partout où je vais, je sais que je suis un beau miroir pour les autres. Je serai leur modèle et ils m'aimeront beaucoup, car ils sauront que je suis pure et que cela me préserve de toutes sortes d'infections. L'initiative vient du district d'Utukela, en pays zoulou, au nord de Durban. La bourse vise à réduire la propagation du sida et les grossesses parmi les étudiantes. Si elles restent vierges, elles pourront aller jusqu'à la licence. À 25 ans, certaines filles ont parfois 2, 3 ou 4 enfants. Le pays, la société doit faire quelque chose. C'est ma responsabilité en tant que dirigeante de cette communauté d'agir pour ces jeunes filles.
Pour vérifier l'hymen de ces jeunes filles, la communauté fait appel aux aînés et à leurs méthodes traditionnelles, qui sont loin d'être prouvées scientifiquement. Il y a quelque chose comme ça qui ferme le trou. À 16 ans, c'est comme ça. Et puis à 18 ans, c'est comme ça. Ainsi de suite, jusqu'à 20 ans, où c'est totalement fermé. Chez les militants des droits de l'homme, on s'insurge. La ministre du Développement social dénonce un programme discriminatoire et intrusif. Les tests de virginité sont une pratique manifestement dangereuse, imprégnée de pratiques patriarcales destinées à opprimer les femmes. Mais pour l'instant, la mère d'Outoukela ne recule pas. Avec près de la moitié des 15-49 ans infectés par le sida dans son district, elle met au défi ses détracteurs de trouver de meilleures solutions. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite sur la toile.